Le clairon. Alors, je le disais, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti comparaît depuis hier devant la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, je le rappelle, seule habilitée à juger des crimes et délits des membres du gouvernement. Donc notre ministre de la Justice est accusé du délit de prise illégale d'intérêt, puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros. Et c'est la première fois qu'un ministre en fonction est assis sur le banc des prévenus d'un tribunal. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que si on écoutait la promesse d'Emmanuel Macron de 2017, eh bien, ce ministre devrait démissionner. Je vous rappelle cet extrait d'Emmanuel Macron en 2017. Votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Voilà, donc un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Alors, au-delà des promesses non tenues d'Emmanuel Macron, que se passe-t-il réellement avec Éric Dupond-Moretti ? Est-ce une justice politique ? Tiens, puisque c'est le livre de Régis de Castelnau et son article publié sur Front Populaire hier, Éric Dupond-Moretti, la justice politique toujours et encore. On va tenter de mieux comprendre. En tout cas, bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous toujours plus souvent. Il faut dire qu'on n'arrive plus à se passer de vous pour analyser toutes ces justices politiques, parce qu'il faut dire que votre livre fait foi aujourd'hui et est vraiment de l'actualité. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et donc auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors pourquoi, puisque c'est également le titre de votre article au Front Populaire hier, Front Pop, pardon, pourquoi dites-vous que l'affaire Éric Dupond-Moretti est encore une justice politique ? Parce que c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte entre l'appareil judiciaire, le corps des magistrats et Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a été élu grâce à la magistrature. Le raid judiciaire fulgurant contre François Fillon, qui était le grand favori de 2017, a permis de le disqualifier au plan politique et ouvert un boulevard à Emmanuel Macron au deuxième tour contre Marine Le Pen. C'est fondateur pour son mandat. Par la suite, cette justice qui a choisi Emmanuel Macron a continué à le servir, non pas parce que elle obéit à des ordres, mais parce qu'elle considère que c'est lui qu'il faut aider. Alors, il y a eu le massacre judiciaire des Gilets jaunes, il y a eu la protection de l'entourage d'Emmanuel Macron, dont une bonne partie est corrompue, et puis il y a eu les raids judiciaires qu'on a continué un peu contre Marine Le Pen à l'époque et surtout, je me rappelle, la fameuse perquisition de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y en a eu d'autres. Et donc, au moment de la protection d'Emmanuel Macron au tout début, rappelez-vous l'affaire Benalla. Oui. La justice a été très protectrice et en particulier, il y a un magistrat qui s'est signalé, Monsieur François Molins, qui s'est signalé en escamotant le fameux coffre-fort de Monsieur Benalla. Et ce François Molins, ensuite, il a été récompensé, il est devenu avocat général auprès de la Cour de cassation, qui est le plus haut poste du parquet en France. Et les magistrats étaient persuadés qu'il allait devenir garde des Sceaux, parce que les magistrats souhaitent que ce soit l'un des leurs qui soit dans l'exécutif, un des postes les plus importants de l'exécutif. Et malheureusement pour eux, pour ceux qui le souhaitaient, ils sont tombés sur la nomination d'Éric Dupond-Moretti. C'est du Emmanuel Macron tout pur. C'est-à-dire que lui considère qu'il n'a de compte à rendre à personne et oui, mais là on va vous dire heureusement qu'il n'a pas de compte à rendre à la magistrature. Enfin, heureusement non, il n'a pas de compte à rendre au pays, s'entend. Il n'a pas de compte à rendre au pays. Mais vous avez tout à fait raison. Et donc il prend ses décisions non pas sur des critères d'intérêt général, mais pour parader. C'est-à-dire qu'il a choisi le pire garde des Sceaux possible en matière de société du spectacle. Voilà. Il a pris Éric Dupond-Moretti. À titre personnel, je n'ai aucune considération pour Éric Dupond-Moretti, tant comme avocat, et également comme garde des Sceaux. Mais cette nomination a été perçue comme un camouflet par la magistrature, au point que les organisations syndicales de magistrats sont intervenues en violant le devoir de réserve, en oubliant que c'est l'exécutif
qui choisit les ministres et non pas les magistrats, hein, et en disant, je crois que la citation de la présidente de l'Union syndicale des magistrats, qui est le syndicat majoritaire, 60% des voix, en disant que c'était une déclaration de guerre contre la magistrature. Je me rappelle plus exactement de ces termes qui étaient rapportés par l'Obs. Bien, donc depuis ce moment-là, les magistrats ont décidé de faire la peau à Éric Dupond-Moretti. Quand on pense que 2 organisations syndicales ont déposé une plainte devant la Cour de justice de la République. Alors, vous l'avez dit, la Cour de justice de la République, c'est l'instance qui est chargée de juger les fautes commises par les ministres durant l'exercice de leur mission et des fautes susceptibles de recevoir une qualification pénale, bien sûr, parce que l'on veut que le principe de séparation des pouvoirs soit respecté et comme ceux qui contrôlent le gouvernement ce sont les parlementaires, eh bien, on a créé une juridiction où les parlementaires sont majoritaires. Donc, plainte, mais tout à fait irrecevable, qui, comme par hasard, a été conduite dans la procédure du point de vue du parquet par monsieur François Molins. Ah, on le retrouve. Et ensuite, comme les politiques sont lâches, ils avaient accepté une réforme de la Cour de justice de la République qui fait que toute l'instruction n'a été conduite que par des magistrats. Hein. Alors, on accuse Éric Dupond-Moretti de conflit d'intérêts et par conséquent de prise illégale d'intérêts, en oubliant que nous avons là un conflit d'intérêts géant. Hein. Attendez, Clémence, vous savez, il y a ce qu'on appelle les couloirs du palais. Hein, chez nous, chez les avocats, les magistrats, etc. Et tout se dit, mais tout le monde sait très bien que cette affaire n'est que la conséquence du camouflet que la magistrature pense avoir subi avec la nomination d'Éric Dupond-Moretti. Elle le détestait avant, tout comme elle déteste Nicolas Sarkozy et passe son temps à le poursuivre. Là, c'est un peu de même nature. On a reproché à Éric Dupond-Moretti, soi-disant, une prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est une infraction qui sanctionne non pas des faits, non pas des actes, mais qui sanctionne une situation. On ne veut pas que les décisions prises au nom de l'intérêt général par les personnes publiques ne soient pas chimiquement pures. Hein. Il faut que ce soit l'intérêt général qui les commande. Et si on est dans une situation où il peut y avoir un soupçon, je ne sais pas, je vais prendre un petit exemple au hasard. Hein. Si, par exemple, on choisit McKinsey, hein, pour faire des missions à milliards, qui coûtent des milliards, enfin pas seulement McKinsey, hein, tous ces cabinets, hein, et qu'on les retrouve, on s'aperçoit qu'ils ont été des acteurs importants, bénévoles évidemment, de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, ben, là on se dit, la décision de choix de McKinsey n'est pas due à des considérations d'intérêt général, mais elle est due à des considérations d'intérêt privé direct ou indirect. Et pardon, si on continue sur l'exemple de McKinsey, si on se rend compte qu'en plus certains membres de la famille d'un membre du gouvernement se retrouvent dans le cabinet McKinsey, ça devient intéressant aussi en termes justement d'apparence de neutralité dont vous parlez. Et ce qui est reproché au maire du Palais, monsieur Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, très proche d'Emmanuel Macron, c'est quand il était au ministère de l'économie, d'avoir surveillé la surveillance et l'administration, de s'être occupé d'un dossier qui concernait des ports de Marseille. Des armateurs de bateaux. Et donc, il avait des liens familiaux avec cette société privée. Donc, on dit, écoutez, les décisions d'Alexis Collère étaient soupçonnables d'avoir défendu des intérêts privés, directs ou indirects. Oui, mais cette règle, elle est plutôt bien. C'est-à-dire qu'il nous faut une apparence de neutralité. S'il y a un membre de la famille qui se trouve dans le marché public, etc., c'est normal qu'on se pose des questions. Mais c'est normal et que ce soit sanctionné. C'est-à-dire que vous êtes personne publique, vous ne devez pas laisser se créer une situation de cette nature. Hein, mais c'est donc une situation. Et qu'est-ce qu'on reproche à Éric Dupond-Moretti? C'est ces affrontements précédents avec des magistrats
Et il y a en particulier la fameuse affaire de l'enquête secrète de Madame Oulette du PNF qui pendant 6 ans a surveillé les avocats, violé le secret professionnel pour essayer de savoir qui aurait prévenu Nicolas Sarkozy d'une écoute qui le concernait. Si vous voulez, comme Éric Dupond-Moretti arrive à la chancellerie, il va se retrouver le patron de tout le dispositif et les procédures disciplinaires vont être conduites contre les magistrats ayant commis des fautes qui avaient pu l'impliquer à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ses plaintes, il s'est désintéressé de ses affaires au sens technique, c'est-à-dire qu'il a tout confié à Castex, qui était alors Premier ministre, et donc il n'y a pas de prise illégale d'intérêt. Mais moyennant quoi ils se sont acharnés, l'instruction a considéré qu'il y avait prise illégale d'intérêt, Monsieur François Molins, toujours aigri de ne pas avoir été garde des Sceaux, a pris ses réquisitions et aujourd'hui, le pauvre, oui, je le plains parce que c'est une situation qui est complètement anormale. Alors, pendant tout l'exercice de son mandat de garde des Sceaux, il a tout fait pour essayer de les amadouer, il les a augmentés. Oui, ça c'est récent, là, l'augmentation, histoire de dire, si ça pouvait arranger mon cas. Oui. Et il comparait devant la Cour de justice depuis hier. Le problème, si vous voulez, qui se pose, c'est que pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Parce que dans la République française, en application des principes de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, ce ne sont pas les magistrats qui choisissent qui est garde des Sceaux. C'est quand même extraordinaire. Tout à fait. Donc cette offensive-là, il aurait démissionné, c'était une façon de reconnaître que les magistrats avaient raison. Oui. Et il aurait fallu nommer un autre garde des Sceaux en fonction de leur desiderata. Oui, non, mais moi, je réagissais seulement à la promesse d'Emmanuel Macron de dire tout ministre chez moi qui serait mis en examen devrait démissionner. Oui, mais c'est l'épitrerie de Macron, ça. Qu'est-ce que vous voulez, Clémence? Et surtout, c'était l'affaire en écho à l'affaire Fillon. Mais attendez, vous vous rendez compte que tout l'environnement d'Emmanuel Macron, le nombre d'affaires, le nombre de casseroles qu'il y a derrière lui, c'est une blague. C'est une blague, c'est-à-dire qu'on a Dussopt est toujours poursuivi, il n'a jamais démissionné. Je prends l'exemple de Dussopt parce que il me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres, non. Non, mais rien que l'affaire Benalla, c'est quand même gravissime, mais on a toujours pas le fin mot de l'histoire. Non, Régis. Et François Bayrou, François Bayrou qui a un statut de ministre parce qu'il est commissaire au plan, il est toujours à son poste. Non, c'est un régime corrompu. Moi, je prends mes responsabilités en le disant. Le problème d'Éric Dupond-Moretti, c'est que si on cède à la magistrature et qu'il démissionne, eh bien, on a un problème institutionnel très grave. Cela étant, le mal est fait, Clémence, le mal est fait, parce que de deux choses l'une, soit la Cour de justice de la République, composée majoritairement de parlementaires, le relaxe. Alors, dans ce cas-là, on va entendre le tous pourri, les magistrats. On est tout à fait tranquille qu'on aura des communiqués vengeurs du syndicat de la magistrature et de l'Union syndicale des magistrats. Donc, c'est déjà une catastrophe politique. Mais si jamais il est condamné, donc ce sera donner raison à cette attaque contre les principes de la République de la part des magistrats, et ensuite on peut penser qu'effectivement, exactement, et ensuite on peut penser que la composition qui est au prorata, en proportion de l'Assemblée nationale, la composition avec les parlementaires, ceux qui vont venir là se moquent bien de l'aspect juridique et judiciaire des choses. Je pense à Madame Obono, par exemple, ou d'autres. Il suffit de voir sur les réseaux, LFI sont déchaînés, etc. Ils vont être trop contents de le condamner. Donc, dans ce cas-là, on aura effectivement un coup porté aux institutions. Alors, vous allez me dire, Emmanuel Macron on a quand même commis un certain nombre et ce sera peut-être ni plus grave ni moins grave. Si, je pense que c'est grave parce que ça raconte une histoire, ça raconte la puissance politique qu'a acquis aujourd'hui la magistrature. Faut pas se tromper.
La magistrature française a été longtemps soumise, la fameuse anecdote du serment à Philippe Pétain, où un magistrat avait refusé de le prêter. Donc, il y avait une soumission. Depuis, ils se sont émancipés, c'est ce que j'explique et je raconte dans mon livre. Ils se sont émancipés en réclamant leur indépendance, mais cette indépendance conquise qu'ils ont n'est pas destinée à l'impartialité, n'est pas le levier de l'impartialité, c'est au contraire cette indépendance a construit une autonomie qui est devenue une autonomie politique. La magistrature surplombe la société française, considère qu'elle a des leçons de morale à lui donner et entend faire passer son idéologie, sa vision politique des choses. C'est la raison pour laquelle, en 2017, elle a choisi Macron et elle l'a fait élire. Parce que quand je parle de la façon dont s'est passé le raid judiciaire contre François Fillon, ouais. Il y a eu des polémiques et il y a eu un communiqué commun de l'avocat général de l'époque auprès de la Cour de cassation, de la première présidente de la Cour de cassation, c'était président, c'était Lamanda qui était président, pour dire tout ceci est normal, tout ceci se passe bien, alors qu'on avait la procédure la plus rapide de l'histoire judiciaire française, ancien régime compris. Donc, si vous voulez, c'est quand même... et donc, les syndicats ont acclamé la disqualification judiciaire de François Fillon. Donc, si vous voulez, le problème, il est entier. Aujourd'hui, je considère que la République française a un réel problème, un gros problème avec une justice devenue politique. Alors, excusez-moi, je reprends cette expression. Oui, mais elle est bonne. Et Régis, voilà, une dernière question. On a bien compris votre propos. Une dernière question. À quel point, parce que vous dites que finalement, cette magistrature a choisi Emmanuel Macron. D'ailleurs, pourquoi elle a choisi Emmanuel Macron et quel service rend Emmanuel Macron à cette magistrature aujourd'hui ? Rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bien sûr. Non, je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. C'est pas un complot. Ils se sont pas réunis entre eux et tout. C'était assez spontané. Je pense d'abord que la justice a réagi par rapport à ce que lui demandait la presse. Je pense au Canard enchaîné. Tout ça a été concocté à l'Élysée. Elle a d'abord réagi contre François Fillon. François Fillon s'est laissé droitiser. Et la magistrature les magistrats concernés ont décidé, le Parti socialiste était très présent. Mme Champrenault est une proche du Parti socialiste, qui était le procureur général de Paris, et donc qui a suivi tout ça. Donc il y a eu d'abord ce premier réflexe, et puis ensuite, effectivement, c'était le boulevard qu'on ouvrait pour Emmanuel Macron. Ils lui sont favorables. Et sur des bases idéologiques, sur des bases politiques, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, tout ça, ce sont les faces de la même pièce. Les Gilets jaunes ont été judiciairement massacrés, je le dis. On a vu des jurisprudences incroyables. Eh bien, ça a été fait parce que ces couches populaires qui se sont révoltées étaient opposées à Emmanuel Macron. Ils ont été, à ce moment-là, un des outils qui a permis de casser le mouvement des Gilets jaunes. Ils l'ont fait sur des bases idéologiques. C'est comme ce qu'on leur reproche en matière de laxisme vis-à-vis des populations issues de l'immigration, c'est un choix politique. Ils sont tous abonnés à Libération et à Télérama, et ils considèrent que la dépénalisation de cette délinquance d'habitude, délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens, doit être protégée. Voilà, si vous voulez, c'est pas un projet politique, c'est pas un complot politique. C'est une situation politique et on a aujourd'hui, c'est un peu la même chose chez les journalistes, on l'a vu de la presse mainstream, on l'a vu dans les écoles de journalisme, si vous faites des sondages, ils donnent tous des majorités écrasantes au sociétalisme, au wokisme, etc. Eh bien, chez les magistrats, c'est la même chose. C'est bien compris, Régis de Castelnau. Et en tout cas, ça pose la question, en effet, même de l'émergence de profils différents en politique, puisqu'on a vu que les profils qui pouvaient déplaire à la magistrature étaient de toute façon directement éliminés par des affaires parfois complètement tirées par les cheveux. Malgré tout, eh bien, ça pose des questions quand on se présente comme candidat. Bon, je pense à l'affaire Fillon, mais il y en avait beaucoup d'autres. Merci encore, Régis de Castelnau. Et donc, on verra comment on peut changer les choses. Ça me semble un peu... sur
sur cette question de la magistrature politique et de la justice politique, ça me semble un peu mal parti. Mais bon, merci. Et Clémence, moi j'ai des propositions. Hein. Un jour, on en discutera peut-être. On pourra faire un sujet, sur le chemin qu'il faudrait emprunter pour commencer à traiter le problème. On refera une émission, Régis de Castelnau. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et auteur de ce livre, donc en écho à cette affaire, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On a beaucoup d'internautes qui disent, je cite par exemple Nat Girard qui dit « Il est super, maître de Castelnau ». Donc voilà.